Percy Jackson, tome 4, La bataille du labyrinthe, de Rick Riordan, traduit de l'anglais par Mona de Pracontal, lu par Benjamin Bollen. Rien de tel pour parachever une matinée pourrie qu'un long trajet en taxi avec une fille qui fait la tête. J'ai eu beau tenter de parler avec Annabeth, elle se comportait comme si j'avais braqué sa grand-mère. Tout ce que je suis arrivé à lui soutirer, c'est qu'elle avait passé un printemps infesté de monstres à San Francisco, qu'elle était retournée 2 fois à la colonie depuis Noël, pour des raisons qu'elle a refusé de me donner, ça m'a d'autant plus vexé qu'elle ne m'avait même pas prévenu qu'elle se trouvait dans l'État de New York, et qu'elle n'avait rien découvert au sujet de Nico D'Angelo. C'est une longue histoire. Des nouvelles de Luc ? Ai-je demandé. Elle a fait non de la tête. Je savais que c'était un sujet sensible pour elle. Annabeth avait toujours admiré Luc, l'ancien conseiller en chef des Hermès, qui nous avait trahis et qui était passé au service du seigneur des Titans Chronos. Elle refusait de l'admettre, mais je savais qu'elle lui avait gardé une certaine tendresse. Lorsqu'on avait affronté Luc au sommet du mont Tamalpais l'hiver dernier, il avait mystérieusement survécu à une chute de 15 mètres. À présent, à ma connaissance, il voguait sur l'océan à bord de son paquebot de croisière grouillant de monstres, tandis que son seigneur Chronos, déchiqueté en 1000 morceaux, se reconstituait bout par bout dans un sarcophage en or. Il prenait son temps pour rassembler ses forces, jusqu'au moment où il aurait acquis assez de pouvoir pour s'attaquer aux dieux olympiens. C'est ce que nous appelons en langage de demi-dieu un problème. Le mont Tam est encore plein de monstres, a dit Annabeth. Je n'ai pas osé m'en approcher, mais je ne crois pas que Luc soit là-bas. Je crois que je le saurais s'il y était. Ce n'est pas ça qui m'a remonté le moral. Et Grover ? Ai-je demandé. Il est à la colonie. On va le voir aujourd'hui. Est-ce qu'il a eu de la chance ? Je veux dire, dans sa quête de Pan. Annabeth a tripoté les perles de son collier, ce qui est un signe d'inquiétude chez elle. Tu verras, a-t-elle répondu sans plus d'explication. Pendant que le taxi traversait Brooklyn, j'ai emprunté le téléphone d'Annabeth pour appeler ma mère. En général, les sans-mêlés évitent de téléphoner d'un portable, parce que diffuser ainsi nos voix, c'est un peu comme si on envoyait une fusée éclairante au monstre « Coucou, je suis là, dévorez-moi ». Mais ce coup de fil me paraissait important. J'ai laissé un message à la maison sur le répondeur en essayant d'expliquer ce qui s'était passé à Good. Je m'en suis sans doute assez mal tiré. J'ai dit à ma mère que j'allais bien, de ne pas s'inquiéter, mais que j'allais rester à la colonie jusqu'à ce que les choses se tassent. Je lui ai aussi demandé de dire à Paul Blofik que j'étais désolé pour ce qui s'était passé. Après, on a roulé en silence. Peu à peu, la ville s'est effacée derrière nous. La route traversait maintenant la campagne du nord de Long Island, longeant des vergers et des vignes. Ça et là, des étals de fruits et légumes étaient dressés sur les bas-côtés. J'ai regardé le numéro de téléphone que Rachel Elisabeth Dare m'avait griffonné sur la main. Je savais que c'était fou, mais j'avais envie de l'appeler. Peut-être pourrait-elle m'aider à comprendre les paroles de Lampusa, la colonie réduite en cendres, mes amis faits prisonniers, et pourquoi Kelly avait-elle explosé en une gerbe de flammes. Je savais que les monstres ne meurent jamais véritablement. Kelly se reformerait à partir du magma maléfique primordial qui bouillonne aux enfers. Il n'empêche que d'ordinaire, les monstres ne se laissent pas détruire aussi facilement. Si tant est que je l'ai vraiment détruite.